Donc aujourd'hui, chirurgie et Covid, retour d'expérience de la vague 1. On parlera, comme vous le verrez à la fin, de quelques données, pas de la vague 2, mais juste avant la vague 2. Donc moi, je démarrerai en rappelant, en introduction en fait, très brièvement, les doctrines qui ont été notre point de démarrage. Corentin Philippe présentera les activités chirurgicales, donc des données sur ce qui s'est passé pendant la vague 1, avec évidemment l'appui des départements statistiques très importants avec Gaël Tilly et Raphaël Coursier. Et puis, on verra un peu comment vous êtes, on s'est organisé, avec le rôle des délégations départementales, et notamment, je remercie déjà Anna de la DD 91 de présenter ce qu'elle a fait, ce qu'elle a organisé, et je pense que ça a bien fonctionné. L'entraide entre établissements avec Frédéric Le Sachet, qui nous expliquera un peu comment ça a fonctionné, c'est-à-dire les établissements qui ont fermé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une entraide en termes de personnel, en termes d'équipement? Je sais que dans la Seine-Saint-Denis, entre le centre hospitalier de Saint-Denis, qui est un très gros établissement, et la clinique de l'Estrée, il y a eu un travail en commun sur les urgences chirurgicales, donc ils nous expliqueront comment ça a fonctionné, et moi je sais que ça a bien fonctionné. Daniel Simon, référente cancer au niveau de la RS Île-de-France, nous fera un point sur l'organisation de la cancérologie au cours de la vague 1 et nous donnera quelques éléments de la vague 2. Mohamed Ashraf nous donnera quelques données sur la fin de la vague 1 ou entre la vague 1 et la vague 2. Et puis après, on discutera ensemble sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut envisager peut-être. Et donc, vous allez m'aider, vous, à mon écriture pour les recommandations pour soit la vague 3, qu'on ne souhaite pas, soit une autre situation qui pourrait survenir. Donc, brièvement, retour en arrière. Et donc, la vague 3, la vague 1 a commencé au mois de mars, et au mois d'avril, ça commençait à être assez catastrophique. Donc, on a publié une doctrine qui s'appelait prise en charge chirurgicale au cours de l'épidémie Covid, et dans lequel on se basait en fait sur plusieurs éléments. L'élément prioritaire était évidemment prioriser le fonctionnement des unités de soins critiques et de réanimation en déprogrammant intervention chirurgicale non urgente. Et donc, ça signifiait qu'il fallait que les recommandations qui soient faites, la doctrine qui soit faite, privilégie uniquement le maintien d'intervention chirurgicale et des interventions non différables qu'on a appelées avec perte de chance. Donc les principes, je ne vais pas tout à fait rappeler évidemment cette doctrine qui est en ligne sur le site de l'ARS, mais il y avait donc d'abord une dimension contamination, parce qu'à cette époque-là, il y avait une crainte de contaminer les patients et que les équipes se contaminent. Donc il y avait un certain nombre de recommandations qui étaient faites à ce moment-là. Il y avait une notion de privilégier une intervention réalisée en ambulatoire, et on verra un petit peu à quoi ça aboutit. Et il y avait des recommandations des sociétés savantes qui ont été très importantes, très riches, et donc, je vais vous présenter celle en tant que chirurgien gynécologue. Vous voyez, un petit flash de ce qui était dit. Vous voyez, donc il y avait par exemple pour différents types d'interventions, là c'était le tableau sur l'intervention non cancérologique, et on mettait ce qu'il fallait maintenir, ce qu'il fallait reporter, ce qu'il fallait discuter au cas par cas. Donc, chaque société savante a réagi de manière très rapide et très efficace, et ça a été vraiment un appui. Et donc, toutes ces recommandations figurent dans la doctrine au moment de la vague 1. Et puis à un moment donné, on a eu l'impression que l'épidémie se stabilisait. Donc, dans la phase dite en plateau, ou peut-être début de décroissance de l'épidémie, il nous a semblé important de refaire des recommandations, de republier une doctrine. Donc, vous voyez, tout à l'heure, c'était le 5 avril. Donc là, le 5 mai, on a republié une doctrine dans laquelle il y avait évidemment toujours une dimension contamination, donc des conditions pour les patients et pour les établissements. Il y avait également des évolutions des principes généraux concernant quelles interventions prioriser. Et il y avait une notion un peu différente de la première partie qui était des recommandations territoriales, c'est-à-dire comment travailler ensemble pour faire un redémarrage de l'activité chirurgicale dans de bonnes conditions. Donc chaque discipline pratiquement a déterminé 4 catégories d'urgence, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fonction de ce qui pouvait être décalé ou non. Et
par exemple, il y avait les urgences qui étaient prioritaires, donc il y a toutes les urgences qui ont été mises en place. Et ce qui était considéré comme semi-urgent, donc à reprogrammer, donc il y avait des indications avec un triptyque qui était, ça dépendait du patient bien sûr, de ses comorbidités, ça dépendait des structures et du contexte épidémique bien sûr. Donc là, je vais passer maintenant à ce qui a été fait, et donc je vais passer toute la parole à Corentin. Donc je vais arrêter mon partage d'écran. Oui, arrêter le partage d'écran. Et Corentin va nous dire finalement qu'est-ce qui s'est passé. Bon, bonjour. Pour cette ce que je vais présenter, c'est surtout les chiffres globaux qui ont concerné l'ensemble de l'Île-de-France, avec que ça soit pour l'activité chirurgicale, les urgences, l'oncologie et également tout ce qui a été mortalité. Mais évidemment, ce sont des chiffres généraux et qui doivent être illustrés par les exemples concrets de ce qui s'est passé sur le terrain. Et ça sera les présentations qui suivront, notamment du docteur Le Sachet et également et de toutes les autres personnes qui vont suivre. Donc là, je vais commencer le partage d'écran à mon tour. Donc, pour commencer, l'objectif en fait, c'est que à la fin de l'année dernière, il commençait à y avoir suffisamment de données d'un point de vue quantitatif sur tout ce qui s'était passé pendant la première vague, parce que en quelques mois, ça a été possible de consolider tout ce qui était PMSI, regroupement des données au niveau de l'ARS. Donc, dans cette période, on sortait tout juste de la deuxième vague et où l'éventualité d'une troisième vague se posait, plusieurs données propres à la première vague ont été analysées, tout en sachant que la première vague, c'est un contexte, comme vous savez mieux que moi, très spécifique, parce que la consigne, c'était de déprogrammer les interventions chirurgicales en maintenant les urgences et les interventions oncologiques avec perte de chance. Donc c'était un contexte très restrictif et qui pourrait se reproduire. Bon, on n'espère pas, mais c'était intéressant de rassembler les données. Donc nous nous sommes focalisés sur plusieurs points, notamment l'évolution générale de l'activité chirurgicale. Ça, c'est au niveau global. Ensuite, le focus sur les interventions chirurgicales avec entrée par les urgences, donc les urgences. Ensuite, les interventions en chirurgie oncologique, car comme cela sera détaillé par la suite, ça faisait vraiment partie des interventions qui étaient sanctuarisées. Et enfin, l'évolution de la mortalité opératoire, parce que la question, c'était est-ce que dans un contexte d'épidémie difficile, avec tout ce que ça impliquait en termes de désorganisation, est-ce que ça s'est traduit par une augmentation de la mortalité? Et si oui, comment l'analyser? Donc ça a été les principaux focus. Et les éléments de méthode avec l'élément important, c'est un peu ce qu'il y a en haut, comme quoi on a vraiment voulu se focaliser sur une comparaison entre avril 2019 et avril 2020, parce que avril 2020, même si tout ce qui était premier pic, confinement, ça a duré de mars à mai, avril, ça a vraiment été le pic où il y avait eu le plus grand nombre de cas Covid. Donc, pour que les données soient bien représentatives, il nous a paru préférable de nous concentrer vraiment sur ce mois précis. Donc, je vais continuer. Donc, pour commencer avec l'évolution générale, sans surprise, l'activité a chuté. Elle est passée de 85 000 interventions en avril 2019 à 19 000 seulement en avril 2020. Donc, ça montre que la déprogrammation, comme l'ont constaté chacun des services, a été massive et les équipes chirurgicales ont bien suivi les consignes. Bon, il y a marqué régional, mais c'était vraiment les consignes nationales. Donc, ça a été divisé par plus de 4. Et également, un fait intéressant, c'est que la chirurgie ambulatoire, pour la chirurgie ambulatoire, comme vous voyez ici, là, c'est pour les chiffres Covid et non Covid. Et dans cette diapo-là, c'est que pour les interventions non Covid, mais les chiffres sont à peu près les mêmes, donc je vais laisser. Donc, je disais, pour ce qui est spécifiquement la chirurgie ambulatoire, la chute a été encore plus forte. Même en proportion, avec seulement 7 000 interventions en avril 2020 contre 48 000 en avril 2019. En soi, cette évolution, elle n'est pas étonnante parce que vu que la consigne a été de déprogrammer tout ce qui n'était pas oncologie et urgence, forcément, pour ces deux éléments-là, la chirurgie ambulatoire est peu représentée.
surtout pour les urgences, qui est dans un circuit tout à fait différent. Donc, cette évolution est tout à fait logique dans le contexte du premier confinement, mais on s'est aperçu par la suite que, au contraire, la chirurgie ambulatoire, c'est un levier qu'il faut encourager en période d'épidémie en général et de Covid en particulier, parce que ça réduit les risques de contamination et surtout, ça permet de maintenir la réalisation d'un certain nombre d'actes, on va dire de petites chirurgies sans USC dans les établissements sans USC, donc qui ne sont pas concernés par la prise en charge Covid. Donc justement, ça fait partie des éléments qui sont spécifiques à la première vague et qu'on a cherché à modifier pour la deuxième vague et pour la troisième, hein, c'est-à-dire vraiment un maintien de la chirurgie ambulatoire. Là, donc maintenant, on peut s'intéresser. Bon, j'espère que niveau partage écran, ça fonctionne toujours aussi bien. Si jamais il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à me dire. Donc, concernant le volume et le pourcentage d'entrée par les urgences, là encore, on a les chiffres Covid et non Covid et les chiffres avec un focus sur les patients non Covid. Les chiffres sont relativement proches. Donc, on peut voir ici qu'en termes de pourcentage, il y a eu un bond des urgences qui ont concerné pas loin d'un quart de la prise en charge totale en avril 2020, ce qui est normal puisque ça faisait partie des éléments sanctuarisés. Mais ce qui est intéressant et ce qui était sans doute un peu plus inattendu à l'époque, c'est qu'en termes de chiffres, eh bien, on est passé de près de 7000 interventions chirurgicales en urgence quelques mois auparavant, ou en avril de l'année dernière, à peine plus de 3000. Donc il y a vraiment une chute des urgences chirurgicales. Et c'est ce qui, pour le coup, était un peu inattendu, parce que par défaut, les urgences chirurgicales auraient dû se maintenir. Et aussi, ce qui a été surprenant, c'est que la baisse des urgences chirurgicales n'a pas concerné, si ça avait été que si ça avait été que la chirurgie orthopédique. Là, ça aurait été logique, puisque vu qu'on était dans un contexte de confinement, les gens sortent moins, il y a moins d'activité à l'extérieur, donc forcément, moins d'urgence, moins de blessures et moins d'urgences. Donc ça aurait été logique. Or, quand on voit les chiffres, la chute des urgences a aussi concerné l'ophtalmologie, a aussi concerné, par exemple, la chirurgie hépatobiliaire et pancréatique. Il y a juste certaines disciplines qui ont été moins concernées, comme les urgences urologiques, avec seulement 13% de baisse. Mais en dehors de ces quelques exceptions, la baisse a été générale, quelles que soient les disciplines. Donc ça a été, ça évidemment, plusieurs explications ont pu être données, notamment une crainte des hôpitaux à l'époque, une crainte de la maladie, qui ont fait que même dans des cas relativement graves, les urgences chirurgicales ont été évitées. Donc ça, effectivement, ça pose des questions. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela montre que que les urgences chirurgicales sont évitables dans certains cas et que ça peut être possible de transformer des urgences en chirurgie programmée, ou Excusez-moi, alors, est-ce que Anatole Arroy peut couper son micro parce qu'on ça fait un faux bruit de fond. Excusez-moi. Merci. d'accord. Ah, euh, donc cette question-là, c'est est-ce que les urgences peuvent être facilement transformées en chirurgie programmée, ou alors, et ça, cette possibilité-là serait beaucoup plus inquiétante, est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas graves qui se sont soldés par des non-passages en urgence en raison de la peur de la maladie? Est-ce qu'il y a pu avoir des conséquences à court ou à moyen terme sur les patients? Donc, ce sont deux interprétations possibles, l'une relativement rassurante, l'autre beaucoup moins. Et ça, ce sont des données certains éléments de réponse peuvent être apportés au cours des prochaines présentations avec avec les vrais retours d'expérience sur le terrain. Parce que là, ce que j'ai évidemment, ce sont des données macro, des données chiffrées, qui forcément donnent, des résultats qui sont soumis à interprétation. Donc, on a essayé en fait, par exemple, de nous intéresser à un cas précis des appendicectomies et des péritonites, parce que lorsque les appendicites ne sont pas traités tout de suite, cela peut donner des péritonites, ce qui est nettement plus grave. Donc, on a essayé de voir, est-ce qu'il y a une baisse des appendicectomies pendant la période de Covid? Est-ce que cela s'est soldé par un impact sur les péritoniques? Parce qu'en toute logique, si des appendicites ne sont pas traités à temps, eh bien, il y a un risque il y a un risque d'aggravation.
donc plus de péritonites. Or, on s'aperçoit que ça n'a pas été le cas. La baisse, il y a en effet une baisse d'appendicectomie pendant la période Covid, une baisse assez forte, mais cela ne s'est des appendicectomies non compliquées surtout, mais ça ne s'est pas soldé par une augmentation des péritonites, qui aurait pu être la conséquence d'appendicite non traité. Donc, a priori, du moins pour ceux qu'apprécient, qui restent cependant relativement fréquents, il n'y a pas eu ces conséquences graves qu'on aurait pu redouter. Donc, maintenant, nous allons parler un peu de la chirurgie oncologique qui va être développée par la suite par le docteur Daniel Simon. On a pu constater que la chirurgie, il y a quand même si la chirurgie oncologique avec perte de chance a fait partie des éléments sanctuarisés, il y a tout de même eu une diminution de près de 30% de l'activité totale, dont une diminution non négligeable de 11% pour la chirurgie d'exérèse mammaire et une diminution de 25% pour la chirurgie d'exérèse ORL. Donc, malgré les efforts des nombreuses équipes pour sanctuariser ce geste, il y a eu de fait une baisse de l'activité. Plusieurs explications sont possibles, des alternatives thérapeutiques qui ont pu être mises en place, ou alors, comme ça a été le cas pour les urgences, des patients qui ont hésité à se faire opérer, même pour des gestes graves où il y avait une perte de chance en cas de non-réalisation, ou encore les tests de dépistage et de diagnostic qui ont été interrompus, ce qui là encore a pu avoir des conséquences importantes sur certains cancers qui n'ont pas pu être diagnostiqués. Donc les explications de plusieurs interprétations sont possibles. Et enfin, je vais terminer en parlant de la mortalité post-opératoire. Plusieurs paramètres permettent d'analyser si la qualité de la prise en charge a été affectée par l'application des consignes de déprogrammation. Donc il y a le taux de complications post-opératoires, le taux de réadmission dans les 30 jours et bien sûr la mortalité. Une forte hausse de la mortalité à taux de sévérité équivalent pourrait signifier une dégradation des conditions de prise en charge. Donc, on a pu voir qu'en effet, il y a une forte hausse des décès hospitaliers pour la médecine, bien sûr, normal logique vu la situation. Mais aussi, il y a eu une forte hausse des décès hospitaliers en chirurgie, qui est passé de 1% à 3% en général. Donc, des explications sont possibles. Soit c'est parce que, et là, ça serait assez négatif, soit ça serait parce que suite à tout ce qui a été réorganisation, réaffectation des équipes, ça a entraîné une dégradation de la qualité de la prise en charge, parce que dans un contexte de réorganisation et de grandes difficultés, ou alors tout simplement c'est parce que dans un contexte où seules les interventions programmées les plus graves étaient réalisées, eh bien dans ce cas, logiquement, vu que c'était que les cas les plus graves avec les plus forts risques de perte de chance, c'était que les interventions les plus dangereuses, donc forcément un plus fort taux, un regroupement sur quelques catégories de gestes caractérisés par un plus fort taux de décès, donc sans qu'il y ait une baisse de la qualité. Là, par exemple, on peut voir ici que les séjours avec sévérité 1 ont fortement chuté, ça a été pratiquement divisé par 5, alors que les séjours en sévérité 4, ça a été divisé par 2, donc proportionnellement, la baisse a été beaucoup moins forte. Donc c'est une interprétation qui va dans ce sens. Le fait que l'augmentation de la mortalité, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une dégradation de la qualité de prise en charge. Tout simplement, ça peut être un regroupement de la prise en charge vers les personnes qu'on avait le plus besoin, donc la chirurgie oncologique ou certaines catégories d'urgence. Donc voilà, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, au niveau des données générales, sachant que ça doit être précisé bien sûr par tous les retours de terrain, plusieurs points peuvent être notés. Une très forte réduction du volume de prise en charge, avec un quasi-arrêt de l'activité programmée suite aux directives concernant la déprogrammation. Une très forte réduction, et là c'était relativement inattendu, des urgences chirurgicales, y compris dans les disciplines a priori non concernées par la situation de confinement, comme l'ophtalmologie par exemple, qui a aussi été concernée par la chute, et également une chirurgie oncologique théoriquement sanctuarisée, mais qui dans les faits
a été caractérisée par une baisse considérable des volumes d'activité, ce qui a pu avoir des conséquences importantes par la suite sur un certain nombre de patients. Et également, mais bien évidemment, cette situation était vraiment caractéristique d'une première vague où la consigne a été vers les déprogrammations massives. Donc, le plus important, bien évidemment, c'est d'en tirer les leçons pour les prochaines recommandations, et notamment en ce qui concerne tout ce qui est reprogrammation chirurgicale, voir dans quelle mesure ça peut être possible d'éviter des reports qui, justement, sont évitables. Donc, j'ai terminé. J'ai Merci. terminé cette présentation. J'ai un petit peu débordé, donc je laisse la parole au professeur Philippe, qui va Donc, lancer. merci Corentin. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions sur l'activité ou des commentaires? Sinon, on avancera dans notre préparation, dans notre présentation. Bon, je pense qu'on va continuer alors. Et donc, je vais passer la parole à Madame Diaye Delpouille, qui remonte la délégation départementale du 4 de l'Essonne et qui va nous expliquer quelle organisation a été mise en place. Parce que même si ces chiffres témoignent en effet de la réalité, globalement, je pense qu'il y a une bonne prise en charge sur le plan régional de l'activité chirurgicale, et notamment une situation qui était une situation avec un énorme point d'interrogation. Donc, Madame Diaye Delpouille, je vous passe la parole. Je vais Merci. réaliser le Bonjour partage tout le d'écran. monde. Oui, Corentin, s'il vous plaît. Oui, donc je vais vous présenter l'organisation qui a été mise en place dans la délégation départementale de l'Essonne et le rôle de l'ARS qui a été, de la délégation départementale, qui a été surtout un rôle d'animation et de facilitateur au niveau des établissements de santé. Tout d'abord, vous présenter rapidement l'offre de soins au niveau du département de l'Essonne. Au niveau du département de l'Essonne, on a deux groupes hospitaliers de territoire au nord et au sud du département. Au niveau, le groupe hospitalier Nord-Essonne est constitué par les trois établissements du groupe hospitalier de l'Essonne, et les établissements, le groupe hospitalier Sud-Essonne est constitué par le Sud francilien, qui a une direction commune avec le centre hospitalier d'Arpajon, et les deux établissements qui se trouvent, le centre hospitalier Sud-Essonne, qui se trouve dans le sud du département. Donc, comme vous pouvez le voir, la presque totalité de l'offre de soins au niveau du département est concentrée au nord du département. On a 23 établissements de santé privés avec deux grands groupes qui sont très présents au niveau du département, le groupe Almaviva avec 10 établissements et le groupe Ramsey avec 3 établissements. Et ce sont les établissements de ces deux groupes hospitaliers qui détiennent avec les établissements publics les autorisations d'activité chirurgicale. Diapositive suivante. Donc, l'adaptation de l'offre, comme partout en France, l'adaptation de l'offre a été imposée par la situation épidémique. Elle a concerné toute l'offre de soins dans la chirurgie. Au niveau du département, on a essayé de faire cette adaptation de l'offre en concertation étroite avec tous les établissements publics et privés. Et la manière dont c'était fait, c'était qu'on organisait une réunion hebdomadaire avec tous les établissements publics et privés. En amont de cette réunion, on leur transmettait un tableau qu'ils devaient renseigner concernant l'offre qu'ils étaient en capacité d'offrir, tenant compte de leurs ressources humaines notamment, et de l'architecture aussi de leurs locaux et comment ils s'étaient organisés, soit pour transformer leur service de chirurgie en service d'accueil de médecine. Toutes ces informations étaient remontées au niveau de la délégation départementale. Nous en faisions une synthèse, un tableau de synthèse qui était retransmis à tous les établissements de santé. Et lors de la réunion, il y avait une discussion et un échange avec les établissements de santé, et le tableau était revu à la fin de la réunion et était retransmise
à tous les établissements pour que tout le monde ait l'information et une bonne visibilité sur quelle discipline était encore actif dans quel établissement. Et cette communication était vraiment nécessaire, notamment pour le SAMU, pour lui permettre d'avoir une visibilité au niveau pour l'orientation des patients. Diapositive suivante. Donc là aussi, l'organisation, en fait, les discussions qu'on a eues lors de ces réunions de concertation ont abouti à l'organisation que je vous présente ici au niveau de la carte. Ce qu'on voit, c'est que en fait, la plupart de nos établissements ont gardé le code, enfin, on ne voit pas la légende, mais en vert, ce sont les établissements qui ont gardé une activité chirurgicale, donc ils faisaient les urgences chirurgicales, et en rouge, c'est les établissements qui ont arrêté leur activité chirurgicale. Et donc là, on voit qu'en fait, il y avait une logique de groupe hospitalier de territoire. Notre groupe hospitalier de territoire Nord-Essonne a arrêté toute activité de chirurgie au niveau de ces établissements et se sont concentrés sur l'admission de patients en unité de médecine, de patients Covid en unité de médecine, alors que le groupe hospitalier Sud-Essonne, lui, a gardé une activité chirurgicale au niveau de deux de ces établissements, le centre hospitalier sud-francilien, et aussi au niveau du CHSE, qui est le centre hospitalier Sud-Essonne, qui, comme vous le voyez, est la presque seule offre de soins au sud du département. On voit aussi qu'il y a une logique inter-établissement. Le centre hospitalier Sud-Essonne a gardé son activité de chirurgie, mais concentrée sur un établissement. Et on voit également qu'il y a une logique, un partenariat public-privé. Parce qu'au niveau de Arpajon, l'hôpital, le centre hospitalier Arpajon a arrêté toute activité chirurgicale et les patients étaient réorientés au niveau de l'hôpital privé Paris-Essonne qui se trouve juste à côté. Et ce qu'on a noté aussi, c'est que autant en médecine, on a pu voir une stratégie de groupes privés, on pourrait dire, avec des établissements qui ont décidé de ne pas prendre de patients Covid au sein d'un groupe. Pour la chirurgie, on n'a pas noté de stratégie de groupe privé. Comme vous le voyez, tous les établissements privés ont gardé une activité de chirurgie. Donc, une fois ça, c'est l'organisation telle que ça a été fait au niveau du département. Diapositive suivante. Et donc, en fait, l'organisation, une fois la réunion de concertation terminée, on réactualisé l'outil qu'on utilisait pour communiquer avec les établissements de santé et aussi avec le SAMU. Et cet outil, c'était un tableau simple Excel qui répertoriait l'offre dans chaque établissement de santé et qui permettait ainsi au SAMU d'avoir une visibilité de l'offre sur l'ensemble du territoire. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que les établissements donnaient des informations complémentaires par rapport à ce tableau, comme le fait est-ce qu'ils faisaient un accueil de nuit ou pas, est-ce qu'ils accueillaient les polytraumatismes lourds, oui ou non. Pour la chirurgie orthopédique, ils précisaient l'âge et ils donnaient également des numéros de correspondants que les personnes, soit le SAMU, soit d'autres établissements pouvaient contacter, comme le numéro de coordinateur médical, de surveillant de soins ou encore de chef de bloc, et qui permettait vraiment aux établissements de pouvoir s'appeler pour l'accueil des patients. Donc, ce tableau était diffusé. Là, le tableau qu'on avait fait, c'était le tableau pour l'offre de soins globale. Et là, c'est l'extrait concernant les urgences chirurgicales. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a retenu lors de cette première vague, c'est vraiment l'importance de la circulation de l'information entre les différents acteurs de soins du territoire, les établissements de santé publique, les établissements de santé privés, le SAMU
Et il faut vraiment que pour que ça puisse bien fonctionner, que l'information circule. On a noté également que le fait d'avoir fait des réunions hebdomadaires qui réunissaient tous les acteurs a créé une dynamique au niveau des établissements de santé qui, en dehors de ces réunions, continuaient à communiquer. Et ces réunions ici étaient aussi l'occasion pour eux d'échanger vraiment et de discuter sur l'offre qui pouvait être faite au niveau du territoire. Cette concertation territoriale a été vraiment très importante, nous, au niveau de l'Essonne, pour pouvoir faire une adaptation de l'offre en tenant compte des capacités de chaque établissement. Et un point qu'on a retenu aussi, c'est la solidarité inter-établissement, quel que soit leur statut. C'est-à-dire la collaboration a très bien fonctionné, comme on a vu tout à l'heure sur la carte entre le CH Arpajon et l'hôpital privé des Charmilles. C'est une solidarité inter-établissement qui a permis, en fait, voilà, au niveau du département, d'assurer l'offre de soins pour les Estoniens et dans les meilleures des conditions, vu les circonstances. Voilà, l'expérience de l'Essonne. Merci beaucoup, c'était très clair. Et c'est vrai que c'est ce type de dynamique régionale, départementale que vous avez créé. D'après ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça a renforcé une dynamique qui existait peut-être pas de manière aussi importante auparavant. Et donc, ça a continué d'après ce que vous dites? Oui, tout à fait. Et du coup, ils ont continué, en fait, il y avait ces réunions où ils échangeaient, mais en dehors des réunions, comme une dynamique était créée, ils avaient leur groupe WhatsApp et ils échangeaient entre eux et les informations circulaient bien entre les établissements de santé. Et juste une question à cette réunion. Donc, c'est une réunion une fois par semaine ou c'était plusieurs fois par semaine en fait? Non, c'était une fois par semaine, sauf s'il y avait un événement intercurrent qui faisait qu'on doive les réunir, mais c'était une réunion une fois par semaine. Et c'était qui participait à la réunion en fait? C'était plutôt des directeurs d'établissement ou des présidents de CME ou c'était des représentants par discipline? Bon, comme c'était plutôt président de CME et directeur d'établissement et Donc, il y avait les directrice de deux. soins. Oui, Les et deux. directrice de soins. Pas tout le temps, parce que bon, voilà, en fonction des agendas et de la disponibilité des gens, parfois c'était des directrices de soins et des directeurs de soins qui participaient. Voilà, ça dépendait de la disponibilité des personnes. D'accord. Et merci. Peut-être on va passer au docteur Le Sachet, puis après on reviendra sur une division un peu globale parce que c'est vraiment très intéressant ce partenariat, cette solidarité inter-établissement. Maintenant, on va voir interprofessionnel. Donc, je passe la parole au docteur Le Sachet. Merci. Et Bonjour. merci. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous avez le partage de mon écran? Oui, mais pas encore le diaporama. Voilà, très bien. C'est bien. Excellent. Donc, C'est bon. je tiens déjà à vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'exprimer un peu le point de vue on va dire des praticiens de terrain. Là, ce que je vais vous rapporter, c'est l'expérience qu'on a eue, médecin anesthésiste, réanimateur, au niveau du terrain et surtout sur mon volet libéral, parce que comme vous voyez, je suis attaché dans 2 cliniques et également à la Pitié. Donc, je fais un grand écart entre un établissement qui était référent sur le Covid au tout début du mois de janvier-février et des établissements qui sont des établissements essentiellement de soins programmés en libéral. Pour essayer de contextualiser un tout petit peu la discussion qu'on va avoir concernant finalement l'anesthésie et son volet réanimation, j'ai séparé les établissements en 3 grands types d'établissements dans les structures libérales, c'est-à-dire les unités les grands hôpitaux privés qui possèdent des unités de réanimation structurées avec des lits de réanimation pérennes à l'année, des services d'accueil d'urgence et du soin programmé. Des établissements intermédiaires qui ont des unités de soins continus qui prennent essentiellement du post-opératoire ou des pathologies avec des dysfonctions modérées, des services d'accueil des urgences et du soin programmé. Et puis des structures très fréquentes en Ile-de-France et en Paris intramuros, qui sont des structures où on opère énormément de patients dans un contexte de soins programmés, plus ou moins des urgences, non structurées autour d'un SAU, mais structurées autour d'un réseau de praticiens qui redressent des urgences directement dans ces établissements. Et la question qui s'est posée avec le Covid, là, personne ne pourra en débattre, c'est que la crise du Covid, c'est clairement une crise du capacitaire en réanimation. Et donc, il y avait cette obligation d'augmenter le capacitaire
ce qui a donné lieu après à la définition des réanimations éphémères, c'est-à-dire ces réanimations qui n'existaient pas de façon préexistante à la crise du Covid, qui se sont déployées pour répondre aux besoins aigus et urgents de la façon la plus structurée possible et qui ont disparu à la fin des vagues et qui réapparaissent ou qui réapparaîtront à chacune des vagues dès que les besoins se feront ressentir. Mais la question qui s'est rapidement posée, c'est quels étaient les moyens humains et les moyens matériels facilement mobilisables pour permettre à ces unités, à ces réanimations éphémères de tourner rapidement. Et tous les regards se sont focalisés vers le bloc opératoire avec une décision qui était d'arrêter le bloc opératoire. Mais ça, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Ça, c'est probablement ce qui a été vu de plus haut, c'est que les blocs opératoires s'arrêtant, on pourrait récupérer un certain nombre de ressources très intéressantes du bloc opératoire, lors des ressources humaines, avec les médecins anesthésistes réanimateurs qui, au prix de certaines mises à jour, pouvaient devenir des médecins réanimateurs, puisqu'ils étaient formés à la réanimation, parfois certains quelques mois ou années avant, d'autres plusieurs dizaines d'années avant. Mais avec des systèmes de mise à jour, il était possible de transformer des médecins anesthésistes en médecins réanimateurs à temps plein. De la même façon, les infirmières d'anesthésie qui évoluent dans les blocs opératoires ont souvent eu des expériences de réanimation avant de s'engager dans le cursus d'infirmière d'anesthésie. Et donc, pareil, au prix de mise à jour, pouvaient aller en réanimation. Les IBOD, les IDE évoluant dans les blocs opératoires sont également du personnel qui a l'habitude de cette technicité qu'on pourrait retrouver en réanimation, mais qui n'a pas de formation. Et il y a un certain nombre de formations qui ont été développées par les sociétés savantes, comme l'ASFAR, comme les grands hôpitaux référents, qui ont participé à former ces infirmières non spécialisées en infirmières de réanimation très spécialisées sur vraiment le problème ventilatoire, le problème de Covid et le problème aigu. Et puis tout le personnel d'hospitalisation qui permet de faire tourner nos services au quotidien, d'ambulatoire, d'hospitalisation pour la chirurgie programmée, était également démobilisé et pouvait ainsi être réaffecté vers des unités dites Covid. Toutes les unités Covid n'étaient pas des unités de réanimation. Il y a aussi toute une hospitalisation Covid qu'il a fallu faire tourner. Et puis au niveau du matériel, le matériel aussi semblait répondre à un besoin de la crise du Covid, comme les respirateurs de bloc qui étaient assimilés à des respirateurs de réanimation. Alors c'est un raccourci qui est un petit peu rapide, mais c'est vrai que sur les ventilateurs de bloc, on a pu ventiler, peut-être pas de façon aussi optimisée qu'avec des ventilateurs de réanimation, mais on a pu mettre sous assistance respiratoire un certain nombre de patients. Également, dans les blocs opératoires, on pouvait avoir dans certains cas un peu de ventilation non invasive, mais ce sont des dispositifs que nous n'avions pas forcément à grande disponibilité dans les blocs et qui étaient nécessaires pour cette crise du Covid. Et puis tout ce qui a été moniteur, pouce-seringue, les curamètres pour mesurer la profondeur de relâchement musculaire, la mesure de la profondeur d'anesthésie, puisqu'on a aussi entendu que sur le Covid, ce qui était très dur, c'était de faire dormir les patients. Ils étaient très consommateurs de médicaments d'anesthésie et ils étaient très consommateurs de monitorage pour savoir quel était leur état de conscience. Les vidéolaryngoscopes, ces fameux laryngoscopes avec des caméras qui permettent de s'éloigner un tout petit peu du patient et éviter de contaminer tous les personnels qui prennent en charge les voies aériennes, ont eu leur grand moment de gloire au moment de la crise Covid en étant recommandés pour le contrôle des voies aériennes. Et puis des CPAP, il y a un certain nombre de dispositifs présents au bloc. Donc il était logique de se dire qu'en arrêtant le bloc opératoire, on allait pouvoir répondre à une partie de la crise du capacitaire, non pas forcément en utilisant des blocs opératoires comme locaux de réanimation, même si ça a été fait dans certains cas, mais surtout en utilisant le personnel quasi formé ou capable de se former et le matériel pour l'adresser à des unités de réanimation. On va rentrer un peu dans le détail et on va mettre les mains dans la boue de ce qui s'est passé autour du 13 mars. Et je vais vous prendre un exemple très concret de ce qui s'est passé dans une structure libérale pour que vous compreniez que l'information n'a pas été si fluide que ça. Et la décision d'arrêter le bloc opératoire qui a paru évidente pour certains, moi j'avais eu à cette époque Dr Romain Hellman qui s'occupait de la structure un peu urgence à l'ARS et qui m'a dit qu'il faut absolument arrêter les blocs dans le privé. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Le 13 mars, à 17h56, voici un courrier reçu par le président de la CME d'un des établissements privés dans lequel j'exerce. Et si vous voyez, on a été sur les deux petites présentations précédentes sur la nécessité de déprogrammer, mais les consignes que nous recevons sont de ne pas déprogrammer les interventions pour lesquelles il n'y a potentiellement pas de nécessité de prise en charge post-op en USC. Je vous rappelle que je travaille dans une structure d'orthopédie. On fait plusieurs centaines de patients par semaine qui ne vont pas en réanimation, mais qui mobilisent beaucoup de moyens, parfois des ventilateurs, des anesthésistes réanimateurs, des équipes de soins. Mais cet établissement ne semblait pas être concerné le 13 mars au soir par les déprogrammations.
Cependant, pendant le week-end du 14 à 15 mars, il y a une grande discussion qui se lance par mail entre les médecins, sans la direction, entre les médecins, anesthésistes réanimateurs et chirurgiens qui interviennent dans les différentes structures où je travaille. Les premiers points, c'est qu'il existe des clusters en SSR et donc que les patients opérés ne peuvent plus bénéficier de soins de rééducation, ce qui pose quand même problème avec, dans certains cas, une certaine perte de chance de la récupération des patients. Qu'il existe une saturation des services d'urgence, pas pour des raisons chirurgicales, mais pour des raisons médicales. On sent qu'il y a une difficulté, qu'il pourrait y avoir besoin de lits, de places. Il y a une saturation des lits d'hospitalisation qui est annoncée. Il y a des patients Covid-19 qui commencent à apparaître dans certains de nos établissements. Et il y a un doute sur les complications post-opératoires Covid, avec des bruits qui circulent, que quand on a le Covid et qu'on est opéré, on a un parcours beaucoup plus chaotique que quand on n'en a pas le Covid. Alors, des discussions se lancent. Tout d'abord, il y a un déni, parce qu'il y a un défaut de structuration de l'information. Très clairement, on n'a pas eu de communication directe aux médecins. Il y a eu des interactions entre l'ARS, la Fédération de l'hospitalisation privée, avec les directeurs d'établissement et avec des consignes qui étaient différentes, puisque les médecins, les anesthésistes réanimateurs, on s'est mis à interagir avec différentes régions. On a eu des ARS qui ont été extrêmement clairs avec des arrêts d'activité de tout, et des ARS qui sont passés plus par les directions en disant on préserve l'activité ambulatoire, ce qui paraissait aussi potentiellement judicieux, mais qui nous mettait dans une situation un peu de difficulté à comprendre ce qui devait être fait. Donc, il n'y a aucune communication. Et quand j'en discutais, par exemple, avec le docteur Romain Hellman, il me disait qu'il n'y en a aucune coordonnée de tous les médecins, anesthésistes réanimateurs, pour leur envoyer la consigne claire de « on a besoin de vous, il faut arrêter les blocs opératoires, vous focaliser sur l'urgence et sur la perte de chance ». Les discussions ont tourné autour du fait de ne pas exposer les patients. Alors ça, c'est quelque chose qui nous grandit en disant « attention, d'abord, ne nuisons pas à nos patients, ils viennent pour de la chirurgie programmée pour la plupart, arrêtons ». Se mettre à disposition du système de santé, même si à ce moment-là, ils ne nous demandaient pas, on n'a pas été appelé par nos hôpitaux, on n'a pas été appelé par des structures en nous disant il faut absolument que vous reveniez. On est le 13-14 mars, on est encore avant la vague. Et puis se pose la question de l'arrêt de flux potentiel entrant en réanimation. Certains se disent mais si j'ai un patient qui fait une complication, on ne trouvera jamais de place en réanimation. Ça n'a jamais été réellement le problème. La responsabilité en cas de Covid, on parle de chirurgie en libéral, d'anesthésie en libéral. Est-ce que les patients, s'ils développent un Covid dans nos établissements, vont poser des problèmes de responsabilité propre aux médecins? Et puis, il ne faut pas cacher qu'il y avait une crainte de la contamination. On a été victime dans toutes les structures de soins de vol des équipements de protection individuelle, que ce soit en CHU, que ce soit dans les cliniques. On a été volé, très clairement. Peut-être que certains personnels avaient peur pour eux, mais les équipements ont disparu en grande quantité. On s'est retrouvé à devoir les cacher, à les mettre sous clé et à venir chercher nos masques dans des bureaux de cadres. C'était quelque chose de compliqué qui avait déjà commencé dans la semaine qui précédait le 13 mars. Les équipements disparaissaient. On arrivait dans un vestiaire, il n'y avait plus de masques, il n'y avait plus de Charlotte, il n'y avait plus de gants. Et puis, à la fin du week-end, finalement, il y a une acceptation de l'équipe dans les deux cliniques où je travaille. C'était la même chose, le même cheminement, du déni à l'acceptation, un peu comme toute mauvaise nouvelle, avec une décision, alors qu'on était des établissements de rang 4, d'arrêter l'activité chirurgicale programmée et de se concentrer sur l'urgence. Et vous verrez un peu comment l'urgence s'est déployée sur deux structures très différentes. Cette décision, elle s'est faite un peu hors CME. Tous les médecins sont mis à discuter sur des mails. Et puis finalement, dans les établissements, souvent les anesthésistes réanimateurs qui ont dit il faut arrêter là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se mette à disposition. Et ça a été souvent une décision médicale qui a été difficile parce qu'elle se passait au travers de mails, de fils WhatsApp. Donc c'est très compliqué ces décisions dématérialisées. Parfois, les mots sont un petit peu durs. Et je voudrais quand même vous rappeler que le 17 mars, lors du confinement, qui intervient 3-4 jours après ce fameux week-end d'arrêt d'activité, on n'est qu'à 148 morts et 6633 cas confirmés. Ça paraît dérisoire quand on voit la situation aujourd'hui. Et on a quand même réussi à arrêter le système, ce qui était probablement une très bonne chose. Première clinique, clinique Jouvenet, c'est groupe Ramsay, un énorme groupe en Île-de-France avec 34 établissements qui a eu pour objectif de créer 250 lits de réanimation. Alors, il n'y a pas eu que le redéploiement des équipes qui ont arrêté l'activité à Paris, il y a eu aussi des salariés hors Île-de-France qui ont été mobilisés pour venir en renfort. Et l'exemple de la clinique Jouvenet, c'est 12 salles d'opération. Les médecins anesthésistes réanimateurs sont tous partis vers les hôpitaux publics, Pompidou, Saint-Louis, Pitié-Salpêtrière. On s'est tous mis à disposition d'établissements dans lesquels certains étaient encore attachés, d'autres avaient été formés et y sont allés parce que c'était leur famille. Les infirmiers de la clinique Jouvenet, Ramsay, sont tous partis sur le groupe Ramsay, dans des cliniques qui avaient renforcé leur offre de réanimation, qui possédaient déjà des services de réanimation
et qui ont augmenté leur capacitaire. Donc, ils se sont reposés sur des gens qui connaissaient la réanimation et qui ont vu venir s'agréger des gens qui étaient moins formés à la réanimation. Et puis, les chirurgiens se sont aussi mobilisés. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire ou ce qu'ils pouvaient faire, de la régulation, du Covidom, du centre de PCR. Ils sont allés aider dans certaines réanimations pour le retournement des patients. Il y a eu réellement une envie de participer à l'effort global du système de soins. De la même façon, le matériel, alors il est parti. Ça vous fait bizarre quand vous voyez tout le matériel avec lequel vous travaillez habituellement dans de la chirurgie programmée, monter dans des camions et partir vers des établissements qu'on a besoin. Et là, vous avez le couloir de la clinique Jouvenet, quelques heures avant d'être complètement vidé, puisque cette clinique qui appartenait à un groupe a eu comme fin d'être fermée complètement, plus rien, puisque les urgences pouvaient être gérées par d'autres établissements et que tous les moyens qui étaient présents, humains et matériels, ont été redéployés pour ouvrir des réanimations éphémères. L'autre structure dans laquelle je travaille en privé, c'est la clinique Drouot, complètement différente. C'est une clinique qui s'oriente vers l'orthopédie ambulatoire, des prothèses de hanche, des prothèses de genoux, en ambulatoire ou en séjour très court, ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée en chirurgie. Elle n'appartient pas à un groupe. Elle a pris une autre orientation, incapable d'ouvrir des lits de réanimation, du personnel ultra spécialisé sur la chirurgie. Elle s'est mise en contact avec l'ARS et a fait une proposition très simple d'ouvrir une urgence 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec un numéro unique d'appel, un portable d'un chirurgien au bout, qui acceptait les patients les uns après les autres. Et finalement, ça a permis de délester certains hôpitaux majeurs comme la Riboisière, Pompidou, Bichat, de leurs urgences orthopédiques, les fameuses fractures du col qui n'arrivaient plus à être opérées, qui ont été prises finalement dans une structure libérale, avec parfois des internes qui sont venus de l'hôpital les opérer dans notre structure, accompagnés par les médecins titulaires libéraux de la structure, et ce qui a permis de rendre service à 131 patients. Ça reste une goutte d'eau, mais on voit bien que tout le monde a cherché à se mettre au service de la cause et à répondre à ce problème majeur de besoin de lits de réanimation. Et de la même façon, du matériel, on n'avait pas besoin d'avoir 5 salles de bloc qui tournent, du matériel est parti vers d'autres établissements. Là, c'était en l'occurrence l'hôpital franco-britannique qui a pu bénéficier de 3 respirateurs de bloc opératoire, de pousse seringues et de matériel. En conclusion, la déprogrammation, finalement, elle n'a pas été si simple que ça, parce qu'on a manqué d'informations fiables en direct. On n'a pas eu de lien direct entre les médecins, qui sont finalement très indépendants dans les structures de soins. On est des libéraux, on vient exercer notre art dans les structures libérales, et on a une certaine possibilité de décider d'arrêter de travailler si on pense que ça pourrait mettre en danger nos patients. Ça a été une décision médicale qui a été compliquée parce qu'elle était sur des données peu consolidées, ce qui a été un peu le cas pour tous dans cette période-là du 15 mars. Le transfert de matériel, il s'est fait assez simplement. Le transfert de personnel, on va dire, il s'est fait assez simplement pour les médecins anesthésistes réanimateurs. Ils sont partis en réanimation. Ils avaient ce savoir. Ils l'ont pour certains remis à jour et ont pu pratiquer la réanimation. Pour les chirurgiens, le panel a été extrêmement varié de possibilités. Pour les infirmiers, ils sont partis sur les hospitalisations, sur des soins continus, où certains ont bénéficié de courtes reformations à la réanimation pour permettre de rendre service. Finalement, les structures se sont très bien adaptées, avec des fermetures pour permettre du redéploiement de personnel ou de la création de réanimations éphémères pour les groupes qui avaient déjà des réanimations préexistantes. Et puis d'autres, qui n'avaient pas l'habitude de faire des urgences en continu, se sont transformés en sites d'urgence pour faire ce qu'ils savaient faire le mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en ai terminé. Écoutez, merci. Ce que vous avez fait est finalement, on pourrait dire, normal et naturel pour des médecins, mais je dirais que c'est quand même incroyable. Et moi, vraiment, je vous félicite. Je vous félicite parce que on sait que la situation était difficile pour tout le monde et qu'il y ait cet événement, cet élan de générosité, d'humanité entre tout le monde, médecins, sages-femmes, infirmières, tout ça. Bon, bravo. Bon, on va voir la suite avec notre collaboration très intéressante aussi, très réactive, entre l'équipe de Centre hospitalier de Saint-Denis et la clinique d'Estrée. Et donc, d'emblée, je passe la parole à notre collègue de Saint-Denis. Voilà. Bon. Vous avez le diaporama. Voilà. Ça doit être bon là. Donc, moi, je vais être extrêmement bref parce que je crois que par rapport à l'exposé qui vient d'être fait par le docteur Le Sachet, je crois qu'il faut faire un résumé pour éviter de faire des redites. Donc,
diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, l'historique, c'est simple. Au début, ça a été un avis de coup de vent qui a été annoncé. Suivante. Alors, dans cette semaine du 10 au 15 mars à peu près, donc il y a eu très rapidement des cellules de crise qui se sont mises en route dans l'établissement, fréquence quotidienne, et qui prévoyaient une montée en charge progressive. Donc, libération des lits dans tout l'hôpital pour organiser des unités Covid, faire sortir les bed bloqueurs dont notre hôpital n'est pas dénué, fermeture planifiée des ailes d'hospitalisation, et puis on a vu une augmentation prévisible de la réanimation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et en fait, ce qui nous est arrivé, c'est ce que vous avez tous vécu, c'est-à-dire un tsunami, et sur Saint-Denis, qui a été, paraît-il, je ne sais pas si c'est plus, mais enfin, ça a été quelque chose de tout à fait vérifié. Suivante. Alors, la chirurgie a été très vite impactée puisqu'on a fermé les ailes de chirurgie, on les a vidées. D'ailleurs, puisqu'on parle d'une collaboration publique-privée, il y a eu un accueil de nos bed bloqueurs qui a été fait dans des centres SSR privés d'une façon très, très réactive, ce qui a permis justement de vider l'hôpital littéralement de ses patients. En même temps, il y a eu un arrêt des consultations qui étaient programmées. Puis, le 24 mars, on a vu la SSPI qui a été transformée en réanimation Covid avec 10 lits de réanimation qui ont été installés. Donc, ça a posé des problèmes effectivement de ressources humaines, puisqu'on a utilisé les ressources humaines qui étaient les plus proches du métier de réanimateur, en sachant qu'en réalité, ça s'est passé quand même d'une façon pas si simple que ça, parce que les infirmières du bloc, qui sont des infirmières techniques, ont dû réapprendre, se reformer, reprendre leurs cours, etc. Et des fois avec des difficultés qui étaient très variables selon l'ancienneté, etc. Mais il y a eu effectivement une grande solidarité qui s'est faite autour des patients. Ça a concerné tous les corps de métier, y compris les brancardiers, les ASH, les anesthésistes, les infirmiers, les internes d'anesthésie, tout s'était chapeauté par les réanimateurs qui venaient faire la visite, les contre-visites. Tout cela a été quand même un grand moment. Les chirurgiens, nous aussi, nous avons été employés, on s'est rendu utile de ce qu'on pouvait faire. On a fait des consultations Covid au niveau des urgences. On a instauré une cellule de transfert. On a fait des PCR, les premières PCR qui étaient au départ dédiées pour les personnels, pour savoir si on pouvait les laisser en poste ou pas. Et puis, il y avait ces fameuses cellules de crise quotidiennes. Donc, diapositive suivante. Donc, voici une des photos prises. Et qu'est-ce qui nous frappe quand même sur cette diapositive? Eh ben, c'est que la réanimation en SSPI, c'est un open space. Et je crois qu'il y a peut-être une question qu'il faut se poser, c'est le problème des infections nosocomiales qui ont peut-être été un problème de fond sur la SSPI. Les difficultés, parce que vous voyez, c'est absolument pas ergonomique, il y a du matériel qui est un petit peu partout. Les difficultés en termes, je dirais, de médecine du travail, puisque les personnels étaient habillés avec des équipements de protection individuelle, des surblouses, bon, dont on a beaucoup parlé à un moment donné, et ils avaient du mal à sortir pour aller se détendre, puisqu'ils étaient obligés de, à chaque fois, se déséquiper. Diapositive suivante. Voilà. Donc finalement, pour la chirurgie, puisque c'est ce qu'on nous demande, qu'est-ce qui en est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a perdu en 48 heures toute possibilité d'hospitalisation ou d'intervention. Donc sur Saint-Denis, on avait un objectif. Déjà, outre évidemment assurer le problème du Covid, c'était préserver la maternité.
puisque la maternité de Saint-Denis, c'est 4500 naissances. Il était hors de question d'arrêter cette activité. Donc, il a fallu mettre en place une SSPI dédiée à la maternité, voire des équipes de garde pour sauvegarder cette maternité. Toutes les autres équipes étaient engagées sur la SSPI. Donc, nous ne pouvions plus assumer aucune urgence, on va dire, banale de consultation, de semi-urgence, et plus aucune urgence grave. Voilà. Donc, en fait, on a fait un délestage. D'abord, pour les urgences graves, ça a été piloté avec l'ARS. Ça a concerné la BSPP et le SAMU, qui savaient qu'on ne pouvait pas accepter aucun patient. Donc, ça a été une orientation via les régulations suivantes. L'accord de structure à structure, ça, c'est le chef de service des urgences qui a pris contact avec les urgentistes des différentes cliniques de l'environnement, la clinique de l'Estrée à Stein, la Roseraie Aubervilliers, avec le CHU d'Avicenne à Bobigny, et également pour les CHU Robert Debré, Necker pour la pédiatrie. Suivante. Donc là, je vous passe la diapositive. On avait une espèce de petit algorithme pour savoir, en fonction des types de pathologies, vers qui on s'adressait en priorité. Suivante. Voilà. Alors, comment ça se passait au sein des urgences? Il y avait un accueil par l'infirmier d'accueil et d'orientation, et il y avait un examen clinique qui était fait aux urgences. Toute la démarche pour les urgences non graves était faite, non immédiate, était faite au niveau des urgences avec la réalisation des examens complémentaires, ce qui n'était pas facile parce que les scanners étaient pris par le Covid. L'indication chirurgicale éventuelle était posée au sein de l'établissement et le transfert était ensuite organisé une fois que la démarche médicale avait été faite. C'est-à-dire que les urgences ne se sont pas complètement déchargées de toute la prise en charge chirurgicale parce qu'on avait organisé une orientation secondaire. Donc l'impression globale, c'est évidemment une très bonne collaboration avec les structures privées de l'environnement. Je crois que dire qu'il y a une opposition privée-publique, moi je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de collègues, notamment sur Évry justement, où il y a eu, je crois, de très bonnes coopérations. Alors, il n'y a eu aucun refus, mais il est vrai qu'il y a eu une fréquentation globale des urgences privées au public qui a été en baisse. Ce qui a permis donc au public d'assumer, d'absorber finalement ce surcroît d'urgence. Il y a une aide logistique, puisque par exemple la clinique de l'Estrée nous a fourni des respirateurs. Et puis il y a une aide aussi sur le programmé, dans la cancérologie au niveau du sein, la cancérologie ORL, où on est allé opérer à l'Estrée, la cancérologie digestive, où on est allé opérer à Vicenne. Finalement, il n'y a qu'un seul patient dans le mois qui a été, où il y a eu un transfert qui a été un petit peu houleux. Bon, il avait une anse grêle qui était à la peau, mais enfin, il a pu être transféré quand même sur un site qui a pu le prendre en charge très rapidement. Suivante. Donc, en termes de chiffres, eh bien, il y a eu cette baisse de la fréquentation des urgences. Je crois que tout le monde a relaté que moi, je pense qu'on peut peut-être rattacher à une peur du milieu hospitalier. Les habitants de Saint-Denis ne voulaient plus venir dans les hôpitaux ni les cliniques. Il y a eu une diminution des accidents de la voie publique, évidemment, puisqu'il y avait un confinement. Et il y a eu, semble-t-il, aussi une diminution des urgences. Là, il y a une étude qui devrait sortir sur le nombre d'appendicites qui aurait diminué pendant la période. D'après l'Observatoire des actes non programmés, ce sont des chiffres donnés par Mathias Vargon et qui ne sont pas encore validés. Il semblerait qu'en 2020, il y a eu moins 1 million de passages aux urgences en Île-de-France. Et le creux de cette baisse est vraiment centré sur la période de confinement. Donc, il y a évidemment des pertes financières pour les établissements au niveau des urgences, mais avec un forfait annuel conservé, une ATU qui a été compensée. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les chiffres, en fait, c'est grosso modo, c'est 25% d'activité en moins sur l'année, avec 25% des ICR et puis 27% de RSS en moins d'après le PMSI. Donc, c'est une perte d'activité des actes d'urgence, une perte d'activité programmée. Et je dois dire qu'on n'est pas forcément revenu
à l'état antérieur, puisque nous sommes toujours sous le joug des diminutions de capacité d'accueil pour essayer d'organiser les secteurs Covid, pas Covid, PCR, est-ce qu'on peut mettre des patients dans des chambres à 2 lits ou pas. Diapositive suivante. J'ai bientôt fini. Voilà, donc pour vous dire que la réouverture, elle s'est faite de façon harmonieuse. Nous, on n'a pas senti qu'il y avait de compétition entre le privé et le public, qu'il y en a certains qui auraient repris plus tôt. Si je peux avoir la diapo, voilà, merci. Plutôt que d'autres. Par contre, c'est vrai que le retour ne s'est pas fait brutalement parce que nous n'avons qu'une seule SSPI et que donc il a fallu la remettre en état avec des normes d'hygiène. Ça nous a pris encore une semaine supplémentaire. Donc, j'ai parlé du non-retour à la normale encore à ce jour. Suivante, s'il vous plaît. L'impact sur la mortalité, on a eu 50% de mortalité en plus, mais je crois que c'est comparable aux autres établissements du 93. Par contre, il y a eu certainement une surmortalité dans la ville de Saint-Denis et sur le 93, qui peut s'expliquer par d'autres choses. D'abord, les conditions socio-économiques, ce sont des populations qui ont travaillé, qui ont été ce qu'on a appelé les premiers de corvée, donc qui ont dû prendre les transports, qui ont peut-être été plus exposés, qui vivent dans des conditions certainement pas très très luxueuses, avec des familles nombreuses, etc. Quelle est la part des problèmes chirurgicaux dans cette surmortalité dans le 93? Je n'en sais rien. Donc le retour d'expérience, c'est quoi? C'est que, bon, on peut rester sur des pétitions de principe, dire qu'évidemment dans le 93, il y a moins de lits de réanimation. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, je dirais que pour nous, il faut préserver les SSPI et des capacités d'hospitalisation minimales. On a, nous, par exemple, pensé, si on avait une troisième vague, à réorganiser les choses différemment, plutôt utiliser des salles d'op pour les transformer en lits de réa, mais laisser la SSPI disponible pour la maternité et la chirurgie. Il faut voir que nous sommes dans un plan blanc médical, mais rien ne dit qu'on n'aurait pas pu avoir dans le même temps un plan blanc chirurgical avec un afflux massif de blessés qui aurait pu survenir. Et à ce moment-là, si on n'a aucune SSPI, là, on est quand même dans un surrisque. Donc, l'enseignement que moi, je me permets de retirer de tout ça, c'est qu'il faut laisser la SSPI fonctionner et se débrouiller autrement, ainsi que la préservation de capacités d'hospitalisation. Par contre, je garde un retour très positif en ce qui concerne la coopération publique-privée, notamment avec les CRE, mais avec d'autres structures aussi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre expérience, votre présentation tout aussi intéressante que celle du docteur Le Sachet. Je pense qu'il y aura des questions qui vont se poser tout à l'heure et vraiment c'est très très enrichissant. Et d'avoir été réactive en si peu de temps, moi je trouve que c'est très riche et c'est un modèle pour dans d'autres situations. Donc, je vais passer la parole maintenant à Daniel Simon, qui va nous faire un point sur la cancérologie. Quelle organisation pendant cette période troublée, tsunami. Merci Henri-Jean, merci de me donner la parole. Donc, il faut que j'arrive à partager. Je ne me suis pas mis au début, c'est pour ça. Donc, merci Henri-Jean pour ton invitation. Donc, en fait, en cancérologie, avec l'initiative de l'INCa, en fait, il a été demandé à toutes les ARS de produire un retour d'expérience de la première vague qu'on a élaboré en septembre-octobre. Et donc, en Ile-de-France, on avait donc missionné le réseau régional de cancérologie OncoRIF pour faire ce travail. Donc, en fait, donc, très rapidement, donc, entre la première vague et la deuxième vague, on a été quand même dans des contextes de recommandations qui étaient très différents, hein, puisque pour la première vague, on était vraiment dans le fait d'éviter le recours à l'hôpital et de limiter les risques de contamination. Et donc, il y a eu de fortes recommandations de développer des alternatives au recours à l'hôpital, au recours à la chirurgie.
Et donc, ça induit notamment un certain nombre de reports de chirurgie pour les situations qui le permettaient, et puis des alternatives à la chirurgie. Et en fait, il y a quand même beaucoup de sociétés savantes, l'INCa et puis le ministère et l'ARS dans ses recommandations, qui effectivement s'étaient mis dans cette optique-là. Et d'autre part, un arrêt des dépistages organisés complet pendant 6 semaines. Alors que pendant la vague 2, en fait, on est dans un contexte de risque de contamination qui est bien mieux maîtrisé, dans un contexte de retard d'activité qu'on explique plus ou moins. Et donc, du coup, pour la vague 2 en cancérologie, les recommandations régionales pour l'Île-de-France ont été effectivement vraiment de sanctuariser l'activité de chirurgie d'éclairage carcinologique et de maintenir les capacités de diagnostic et de dépistage. Donc en fait, donc en septembre, donc à la demande de l'INCa, donc Oncorif et l'ARS donc ont mené donc un retour d'expérience pour lequel on a fait un rapport qu'on pourra donc vous transmettre au décours de la séance. Alors en fait, on a fait le choix en Île-de-France, comme la plupart des régions, de ne pas partir sur un format d'enquête et de faire un travail exhaustif, puisque les acteurs qui étaient concernés par ce retour d'expérience étaient donc surchargés de travail, saturés par les enquêtes diverses et variées. Et donc en fait, on a procédé plutôt par des entretiens qualitatifs. Auprès de personnes que Oncorif ou l'ARS avait identifiées, mais également un certain nombre de personnes identifiées par les fédérations hospitalières, la PHP et les CLCC. Et donc, en fait, on est tombé, alors vous verrez, ça date un peu, puisque c'était en septembre, donc des établissements qui décrivent effectivement la mise en place des doubles circuits, une organisation qui était quand même complexe à mettre en place, une certaine fierté à avoir réussi à faire hôpital masqué ou au moins activité masquée pour la cancérologie pour pouvoir préserver les patients. Et donc ça avait été très forte, enfin, ça avait été vraiment une des gageurs au début de la crise, était signé dans ce retour. Que la mise en œuvre des recommandations et donc effectivement une baisse assez importante de l'activité chirurgicale en cancérologie. La difficulté des visites vu les recommandations nationales et régionales, avec des tensions assez fortes avec les patients et les familles, et notamment en fin de vie, du fait des restrictions très très importantes. Une modification en fait du parcours très importante. Donc déjà avec un fonctionnement qui devient complètement différent, la mise en place des téléconsultations et du télésuivi, la tenue des RCP de façon dématérialisée, et puis on observe effectivement une augmentation de l'activité de l'HAD en Île-de-France. Un dispositif d'annonce qui est souvent mis en retrait, des soins de support qui n'ont pas pu être poursuivis. Alors, on a quand même quelques expériences dans la région de mise en œuvre à distance, notamment de consultation de psychologues et de diététiciens, mais ça n'a pas pu se faire de façon généralisée dans la région. Et puis, donc, l'inclusion dans les essais cliniques, alors qui était très hétérogène, d'une part, du fait de la fermeture des frontières, et l'arrêt des essais internationaux, et donc des problèmes dans la poursuite de certains traitements, et d'autre part, des établissements certains ont réussi à maintenir les inclusions dans des protocoles nationaux, d'autres qui ont complètement aussi fermé cette activité. C'est d'un CLCC à l'autre, ça a été extrêmement variable. Finalement, des ressources associatives qui ont été peu mobilisées dans cette première vague, notamment sur les soins de support. Et puis, dans les dispositifs dérogatoires qui étaient prévus au plan national, en fait, peu d'autorisations à titre dérogatoire en cancérologie mises en place, demandées et puis autorisées par l'ARS, puisqu'on n'a eu que 3 ou 4 demandes dans la région qu'on a honorées. Donc du coup, alors là, c'est en fait, dans la diapositive précédente, j'ai fait un extrait de ce qu'il y a dans le rapport, et donc c'est beaucoup plus étoffé que ça. Sur les recommandations pour la vague 2 à l'issue de ce rétexte, donc c'était l'objet du travail, donc on avait émis les recommandations suivantes, et on avait donc plaidé pour une poursuite de l'activité en cancérologie sanctuarisée, que ce soit sur la partie oncologique et radiothérapie, mais aussi sur la chirurgie, puisqu'en fait on voyait la difficulté de rattraper les retards d'activité. Deuxième élément très important, de maintenir en cas de deuxième vague les activités de dépistage afin d'éviter les retards diagnostiques.
de s'organiser pour maintenir le dispositif d'annonce, parce que finalement, après, il y avait des problèmes de prise en charge et la possibilité que la personne demeure accompagnée lors de ses principales consultations. Poursuivre donc la dématérialisation des RCP, le suivi à distance dans la mesure du possible, maintenir l'inclusion dans les essais cliniques. Alors, concernant la délivrance des soins de support, on avait donc porté des messages pour effectivement encourager le maintien des soins de support à distance. Donc, sur le sujet des visites et de l'accompagnement lors des consultations, c'était donc un gros sujet en fait de crispation entre d'une part les patients, les associations de patients, la Ligue contre le cancer donc nous avait fortement alerté, les demandes des établissements et les recommandations nationales et donc effectivement dans les recommandations pour la vague 2, effectivement, on a demandé à ce que les visites soient adaptées aux situations respectant les gestes barrières. Et puis donc, on avait aussi la question donc, en cancérologie donc, de l'accueil en chambre seule dans la mesure du possible. Donc, voici les principaux éléments qu'on avait donc retenus à l'issue du rétexte sur la vague 1. Et donc là, juste, je vais vous présenter donc, une série de diapositives d'activités, donc, mais je ne vais pas du tout vous présenter, mais c'est pour que vous puissiez les consulter. Donc, juste, ces données sont issues de deux travaux. D'une part, d'un travail de l'INCa qui a suivi l'activité d'exérèse en chirurgie carcinologique et d'autre part, un travail que fait mensuellement l'ARS pour suivre l'activité. Là, on est plutôt sur la méthode INCa et sur des volumes, plus macroscopiques. Donc, bon, là, vous lirez donc la méthode. Donc là, c'est sur la méthode sur les données INCa. Donc là, c'est les données nationales, et donc c'est sur la chirurgie d'exérèse, donc tout type d'actes confondus. Et donc, on voit donc la baisse au plan national de 33% en avril. Et puis donc on voit donc effectivement un début de rattrapage d'une activité normale donc en septembre avec plus 3% d'activité et de nouveau en octobre la baisse d'activité à moins 5%. Et il me manque le mois de novembre, c'est bizarre. Non, je pense que le 5% c'était le mois de novembre, je pense. Il faut que je vérifierai ça. Donc, si on regarde, donc on voit qu'au plan, quand on par grande catégorie d'organes, on voit que le retard d'activité entre 2020 et 2019, il est très variable en fait d'une activité à l'autre. Ce qu'on voit quand même, c'est que donc ça, là on est au plan national, que sur certaines activités, on a une reprise d'activité extrêmement bonne. Donc, par contre, au niveau régional, c'est beaucoup plus le retard d'activité, enfin la baisse d'activité, parce que c'est pas forcément du retard d'activité, la baisse d'activité reste marquée. Avec effectivement donc vous voyez donc sur l'ovaire on est encore à moins 6% d'activité et là on est sur une comparaison d'activité sur la période mars à novembre entre 2019 et 2020 alors qu'on estime qu'en fait on a en gros une augmentation d'activité de 1 voire 2% chaque année liée au vieillissement de la population. On reste sur des volumes très négatifs. Voilà, et donc juste, je vous présente celle-ci parce qu'après il y a une série, voilà. Donc autrement, ce qu'on a fait nous, ce que l'ARS fait chaque mois et qu'elle communique à vos fédérations, c'est une comparaison d'activités mois par mois sur 2018, 2019, 2020. Et donc, par exemple, on voit bien en avril donc les barres grises qui sont 2020, une très forte baisse d'activité, et sur octobre et novembre, effectivement, du fait donc du changement de recommandations sur l'activité de chirurgie, un maintien quand même beaucoup plus important des activités.
Et donc, vous avez en fait ces diapositives pour les activités de cancérologie soumises à seuil. Donc, vous verrez pour les différents cancers. Et donc après, en fait, je vous ai mis donc des diapositives sur plutôt l'activité. Alors on ne peut pas dire que ce soit, enfin non, sur l'activité diagnostique. Et donc on voit donc l'arrêt complet en avril finalement de l'activité d'endoscopie digestive basse. Et puis donc une reprise d'activité qui a été quand même complexe jusqu'au mois de septembre, mais qui se maintient à l'automne. Et sur la partie donc mammographie, c'est pareil en fait. Autant donc du fait des recommandations d'arrêt des dépistages, effectivement, on a eu un effondrement d'activité qui a eu vraiment du mal à redémarrer. Et là, en fin d'année, un maintien de cette activité. Donc là, on est sur l'activité de mammo par les établissements de santé et là sur l'activité de mammo réalisée en ville. Voilà. Et donc du coup sur la chirurgie, donc pourquoi on suit aussi l'activité de reconstruction mammaire, parce qu'on est fortement sollicité par les associations de patientes pour essayer de faire pour que cette activité redémarre assez rapidement. Et donc voilà, là on observe exactement la même vague en fait et le maintien d'activité à l'automne. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais prévu de vous présenter. Oui, non, donc c'est sûr, il y a novembre, donc c'est pas ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci, Daniel, d'une part pour ta présentation et puis aussi pour une ouverture vers la deuxième vague, parce que donc vous avez quand même des éléments qui sont intéressants dont on pourra sûrement en profiter pour la chirurgie globalement. Ce qu'on voulait, c'est faire un petit point bref, parce que c'est vrai qu'on a un peu dépassé notre temps habituel qui était prévu, de la situation des données que nous avons maintenant. Donc c'est Mohamed Ashraf qui va présenter en fait la période août-octobre avec deux questions. Est-ce qu'on a redémarré rapidement l'activité chirurgicale après ce tsunami? Et puis est-ce qu'on a commencé à rattraper notre retard? Bon, Mohamed, je te passe la parole tout de suite. Je vous remercie, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout d'abord... Alors, nous allons essayer de répondre ensemble aux deux questions que le professeur Philippe a évoquées. Est-ce qu'il y a eu une reprise de l'activité chirurgicale et est-ce qu'il y a eu un rattrapage de l'activité déprogrammée? Alors, tout d'abord, concernant l'activité, l'évolution mensuelle des séjours de chirurgie en hospitalisation complète, il y a eu une reprise de l'activité chirurgicale. Ah, d'accord. Corentin me dit qu'il a partagé l'écran. Très bien. Alors, concernant la reprise de l'activité, il y a eu une reprise de l'activité chirurgicale en 2020, comme vous pouvez voir sur les graphiques, que ce soit pour les patients Covid et non Covid ou les patients uniquement non Covid. Alors, l'activité est comparable est la même entre 2019 et 2020, mais il n'y a pas eu d'augmentation de l'activité qui permet de rattraper les interventions déprogrammées. Concernant la chirurgie ambulatoire, on peut voir ensemble que en août, Corentin, la diapositive précédente, oui, qu'en août et en septembre, il y a eu un très bon redémarrage de l'activité chirurgicale ambulatoire et qu'il y a eu une augmentation légère de l'activité chirurgicale avec, bien sûr, comme on peut voir, un surcroît de l'activité en août et en septembre en 2020, ce qui est comparable avec 2019. Diapositive prochaine, s'il te plaît. Donc, concernant le taux de décès hospitalier en chirurgie, comme on peut voir sur le graphique devant nous, il y a eu une stabilité du taux de décès hospitalier en 2020 pendant la période de août à octobre
2020 en comparaison avec cette période en 2019. Donc, il n'y a pas eu une augmentation des décès hospitaliers. Étant donné cette stabilité des taux de décès hospitaliers, une notion très importante s'impose, c'est la notion de sévérité. Donc, on peut voir sur ce graphique que il y a eu une augmentation du taux de décès hospitalier par sévérité niveau 4. Donc, dans ce cas, il y a la question qui se pose est est-ce qu'il y a eu, est-ce que les patients pris en charge présentaient des formes plus sévères de leur pathologie. Donc, pour synthétiser les chiffres que nous venons de voir ensemble, concernant l'activité globale, l'activité pendant cette période d'août à octobre 2020 était la même ou comparable à celle de 2019, mais il n'y a pas eu d'augmentation de cette activité qui permet de rattraper les interventions déprogrammées, ce qui est lié à un déficit de ressources humaines dû à l'arrêt ou la pause méritée des professionnels, des professionnels et du personnel médical et non médical. Et concernant la mortalité hospitalière, pour synthétiser, pendant cette période étudiée, le taux de décès hospitalier a augmenté nettement pour le niveau de sévérité 4. Et donc, comme on l'a évoqué, la question de prise en charge de forme plus sévère se pose dans cette situation. Je vous remercie et je donne la parole au professeur Philippe. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces éléments qui sont intéressants. D'abord, qui témoignent d'une reprise très rapide de l'activité. Donc, ça témoigne quand même que les équipes chirurgicales avaient une très forte motivation pour prendre en charge leurs patients, leurs patientes, mais que malheureusement, évidemment, toutes les équipes étaient à moitié assommées par ce travail pendant plusieurs mois et que ça a un peu compliqué cette reprise d'activité juste après cet été. Alors, on a pris un petit peu de retard, donc on va pas avoir une réunion qui va se terminer trop tard. Moi, je vous propose qu'on se consacre 10 minutes pour que quelques questions. D'abord, je vous remercie évidemment tous pour la qualité de vos échanges, premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a fait un point écrit, un document écrit qui rassemble tous ces éléments-là, c'est-à-dire l'activité d'urgence, l'activité d'oncologie, les organisations, des enquêtes auprès des équipes chirurgicales et anesthésiques. Et donc, on a fait une synthèse de tout cela. Mais moi, j'ai besoin de vous pour faire des propositions adaptées en cas de nouvelles vagues ou en cas de situation qui risquerait de solliciter les équipes de réanimation de nos établissements, privés comme publics. Alors, si quelqu'un veut peut-être déjà prendre la parole pour un commentaire ou une question. Moi, j'avais une question en attendant pour les équipes chirurgicales. C'est est-ce qu'il y a des équipes chirurgicales, est-ce qu'à votre connaissance, peut-être par exemple le docteur Baril, il y a des chirurgiens qui ont opéré dans l'établissement en dehors de leur établissement? Oui, moi ça a été notre cas. Voilà, on a pu faire. Alors on fait de la cancérologie et donc on est allé opérer à la clinique de l'Estrée. Toute la chirurgie mammaire a été faite à la clinique de l'Estrée. 2 interventions, un cancer du pancréas, un cancer du rectum, ont été faits par les chirurgiens viscéraux à Vicennes. Donc oui, on a su se délocaliser pour les patients. Alors maintenant, petite ironie du sort, c'est que quand il s'agit d'activités à seuil, eh bien, on ne nous les reconnaît pas. C'est-à-dire que les patients opérés hors les murs ne sont pas comptabilisés dans les seuils. Bon, c'est un détail, mais bon, voilà. Mais en tout cas, oui, ça a été possible, ça a été fait. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu se déplacer. Les suites opératoires ont été très correctement assumées, mais pas toujours dans une situation de confort habituel, quoi. Daniel, peut-être que tu peux répondre à cette question de seuil quand on opère ailleurs. Comment faire? Si Daniel est là. En
fait, au niveau national, cette question a été posée par la FHF et la FHP, en fait. Et donc, c'est sûrement pas sur l'activité 2020 qu'on va contrôler l'activité, le renouvellement d'une autorisation d'activité de traitement du cancer. Donc, en fait, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à cette année. Si on devait procéder au renouvellement d'autorisation d'une activité, soit on prendrait l'activité sur les 3 années précédentes 2020, on verrait comment on fait, mais on va certainement pas pénaliser un renouvellement d'autorisation dans le contexte sanitaire qu'on connaît actuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant, point de vue organisation? Moi, donc j'ai entendu comme vous que dans un certain nombre de situations, c'était un peu porté par les délégations départementales, Madame Diaye, Delpouille. Donc c'est vous qui avez un peu coordonné ces réunions départementales avec les. Qu'est-ce qu'il y avait en fait? Il y avait les représentants des 2 établissements supports qui étaient. Vous faisiez un travail à 3, ou comment ça s'organisait un peu précisément? Oui, c'est l'ARS qui organisait la réunion hebdomadaire et tous les établissements étaient conviés, que ce soit les établissements des GHT ou les privés, que ce soit les établissements de MCO, SSR, sont conviés parce qu'il y a de la discussion portée également sur l'aval. Donc, il était important d'avoir les établissements SSR. C'était tous les offreurs de soins du département qui sont conviés à la réunion. Mais, et chacun mais là, disons qu'il y a toujours quelqu'un qui fait la synthèse, qui pilote une réunion. C'était un peu vous qui pilotez la réunion? Oui, c'est l'ARS, tout à fait. C'est l'ARS, oui, qui organise, qui pilote et qui fait les comptes rendus, oui. Et qui diffuse la feuille synthétique d'offres de soins à l'issue de la réunion pour que tout le monde ait une visibilité de l'offre de soins sur le département. D'accord, donc c'est ça. Et à votre connaissance, cette organisation que vous avez mise en place au niveau de votre département de l'Essonne a été faite dans les autres départements? C'est assez homogène comme type d'organisation? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations par rapport aux collègues des autres départements. Non, parce que j'ai écouté, comme vous, l'expérience du docteur Le Sachet, c'était vraiment intéressant, parce qu'on voit, par exemple, au niveau de la clinique Drouot, finalement, l'impulsion est venue d'en bas, c'est-à-dire l'organisation, la mise à disposition d'établissements pour prendre en charge les urgences. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut être un peu, voilà, on regarde ce qui se passe et on essaie de faire une cartographie un peu précise département par département, parce que probablement au niveau des départements, il y a des organisations différentes. Par exemple, dans les Yvelines, je sais qu'au niveau des GHT, il y a eu par exemple une gestion des blocs en commun. C'est-à-dire qu'il y avait, on planifiait le bloc en commun sur plusieurs établissements, là, au niveau de Mantes, Poissy-Saint-Germain et de Meulan. Donc, il y avait un planning opératoire commun pour essayer de se répartir les activités. Donc, il y a parfois des expériences qui sont portées plutôt par le privé, plutôt par le public. Donc, est-ce que finalement cette expérience efficace, c'est une chose qu'il faut peut-être écrire, que ça peut être notre travail au niveau de l'ARS du siège, de l'écrire pour peut-être le diffuser, et en cas de nouvelle catastrophe, eh bien voilà, ça serait la page ayant été écrite, on peut directement démarrer, ou est-ce qu'il faut une organisation un peu différente? Quel est votre avis, docteur Le Sachet? Alors, sur l'organisation, moi, une des vraies difficultés qui a été soulignée, ça a été de connecter les médecins libéraux. Clairement, les médecins libéraux, ce n'est pas les premiers à être mobilisés en cas de crise. Et dans cette crise-là, on en a eu besoin des médecins libéraux, anesthésistes, réanimateurs. Et cette interaction directe entre l'ARS, qui a coordonné beaucoup de choses, et les médecins, n'a pas réellement eu lieu. Il y a eu une intelligence collective qui s'est faite en échelon, on va dire, inférieur, où finalement les médecins se sont tous dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour participer avec notre savoir. Il y a vraiment cette mise en place qui a été réalisée en bas, c'est ce que vous soulignez. Et une des mesures correctrices, c'est clairement d'aller vers une communication directe vers les médecins, parce que pour arrêter l'activité d'un établissement privé, c'est pas évident de s'arrêter quand dans cette période où tout le monde dit il ne faut pas arrêter l'économie. Donc, c'est très compliqué. Interpeller les médecins directement sur leur responsabilité médicale en disant on a besoin de votre aide. C'est ce qu'a fait Romain Hellman quand j'ai discuté avec lui longuement. Il m'a dit il faut vraiment que vous arrêtiez vos établissements, même si vous êtes en rang 4, il faut que vous fassiez un arrêt. Et ça a été très compliqué parce que certains
voulaient continuer en disant, mais pourquoi s'arrêter si l'ARS ne nous demande pas clairement? Et ça, c'était une des vraies difficultés. Et après, on voit qu'il y a vraiment une intelligence qui se met en place adaptative et qui fait que chacun a trouvé sa place dans le système pour répondre à une demande aiguë. Et on n'a pas beaucoup parlé du déconfinement et de la reprise d'activité, mais ça a été très, très pénible, non pas parce qu'on était fatigué, parce que certes, on a eu une petite période de latence fin avril, début mai, où ça s'est calmé, on a pu se reposer, mais quand on a redémarré vers le 11 mai, on n'avait pas de médicaments d'anesthésie en quantité, on n'avait pas les équipements encore en quantité, on n'avait pas de patients rassurés, donc il y avait toute une difficulté liée au contexte qui fait qu'on comprend bien qu'on ne pouvait pas rattraper toutes les chirurgies laissées un peu en désuétude. Et alors vous, les anesthésistes, vous êtes quand même assez bien fédérés quand même au niveau régional, non? Est-ce que cette dimension-là n'est pas, ça peut pas être un pilier, quoi, oui, un moteur? Si, mais alors on n'a pas d'association régionale des anesthésistes. Moi, je suis vice-président du CARLIF, qui est un club d'anesthésistes libéraux. Donc, j'ai un certain nombre de contacts, mais on n'a pas quelque chose de fédéré, d'organisé. On se met tous d'accord en ligne, on reçoit entre nous, on se dit, il faut qu'on s'arrête. Le Car Ouest va vers les hôpitaux publics du Nord-Ouest ou les structures privées qui ont des réanimations. Le Sud fait indifféremment. Ça, on n'a pas du tout cet outil-là à disposition pour structurer très rapidement en cas de crise. Mais est-ce que ça... Parce qu'en fait, il n'y en a pas tellement le choix. C'est soit la décision vient de... Il y a plusieurs niveaux. Ça vient de l'ARS, oui. OK, big boss. Deuxièmement, ça vient d'un peu en dessous, c'est-à-dire les fédérations. Mais bon, ce n'est pas si simple que ça non plus. Soit ça vient des établissements, et donc pour le privé, c'est compliqué. Soit ça vient justement des collégiales ou des associations de médecins. Alors, dans les spécialités qui sont, disons, à taille plus limitée, par exemple, en chirurgie cardiaque, là, on avait échangé avec le professeur Leprince qui nous avait dit, nous, c'est simple, tous les jours, on s'appelle. Donc, tous les jours, pendant la crise, ils s'appelaient, mais parce qu'ils sont peu nombreux. Je crois qu'en chirurgie thoracique, il y avait Marco Olifano qui était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, et donc c'est pareil, c'est 3 fois par semaine, ils se contactaient pendant la crise. Donc, parce que c'est des communautés qui sont quand même relativement limitées. Et vous, les anesthésistes, extrêmement nombreux. On parle de 2000 anesthésistes réanimateurs, globalement. Est-ce que ça ne serait pas quand même essayer... Moi, je vois aussi, en gynéco, je vois notre ami Vincent Villefranc, là, qui est en ligne. Nous, on a un collège qui s'appelle le Ségorif, là, qui est l'association des hôpitaux de l'Île-de-France, des hôpitaux publics, si on peut dire, qui est assez bien constitué. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de créer quelque chose comme ça, voyez? Parce que moi, je trouve que c'est toujours bien. Vous voyez, la réactivité que vous avez vue, les professionnels de santé, et qu'on a eu, parce que je fais partie des professionnels de santé, finalement, c'est le plus efficace, à mon avis. Oui, je suis d'accord. La réserve, elle existe. Les anesthésistes réanimateurs, finalement, ils sont en réserve assez vite. Dès qu'on arrête le programmé, on est tous rendus disponibles en moins de 24 heures si on arrête le programmé, hors perte de chance et hors urgence. Donc, c'est vrai que ce qu'il a manqué, c'est une structuration entre l'échelon du haut et les différents anesthésistes. Donc, peut-être qu'une fédération intermédiaire des anesthésistes réanimateurs, pour qu'en cas de crise sanitaire, on puisse mobiliser. C'est exactement ce qui s'est passé avec les attentats. Les attentats, ouais. Moi, j'étais là en première ligne à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est vrai que sur les attentats, on a vu revenir tous nos collègues anesthésistes réanimateurs partis dans les années précédentes, débarquer dans la soirée pour aider et faire tourner 13 salles de bloc. Mais ça ne s'est pas structuré autour d'une organisation préexistante. C'est vraiment, encore une fois, sur une base d'une spontanéité, d'une sorte d'intelligence collective qui fait que quand on est ancien réanimateur parti il y a 6 mois, on revient dans la structure d'origine quand on sait qu'elle est en train d'exploser. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas structurée. À chaque fois, les réponses ont été faites par du déclenchement spontané. Ouais. Globalement, moi, je dirais que les résultats, ça s'est quand même bien passé parce que finalement, l'activité de réanimation et de soins critiques a été menée correctement. Il n'y a pas eu des patients qui ont été refusés parce qu'ils n'avaient pas de critères. Donc, en Ile-de-France, je ne crois pas que ça soit fait. Il y a eu très peu de transferts aux régions. Il y en a eu sur l'ensemble de la période à peu près 200, donc c'est très faible. Donc, sur le plan de la réanimation, moi, je pense que cette organisation que vous avez menée, que vous avez organisée vous-même, je dirais de la base et à différents niveaux, ça fonctionnait. Et puis les recommandations qui ont été faites, c'est-à-dire déprogrammation, priorité à la chirurgie et l'oncologie, ça fonctionnait aussi. Donc donc déjà, moi je trouve que c'est un bon fonctionnement, mais il faut tirer bénéfice de ces bons résultats pour essayer d'avancer un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour les 2 minutes qui restent? Et puis après, moi, je reviendrai vraiment vers vous, puis je me permettrai d'échanger avec vous. Peut-être qu'on fera un petit webinaire de travail autre entre-temps.
Cher président, pour penser l'avenir, est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame Olivet. Priorité aux usagers. Je voudrais revenir sur les... D'abord, dire à tous tout à fait mon admiration pour vos capacités d'acrobatie, de réinvestissement, d'engagement. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je suis préoccupée par un aspect, en particulier ce qui a été abordé par Philippe Baril en Seine-Saint-Denis, qui est, cher président, vous connaissez mon département de cœur et d'action. J'ai une représentante des usagers à l'hôpital de Saint-Denis, une représentante des usagers à la clinique de l'Estrie. Donc, ce sont des établissements que je connais bien. Je voudrais quand même vous alerter sur quelque chose. Ce que moi, j'ai entendu de mes propres oreilles après la première vague, dans la bouche des chirurgiens d'hôpitaux publics, qui ont exprimé, vous connaissez la plainte régulière, bien avant le Covid, des hôpitaux publics de banlieue qui se plaignent de ce qu'on appelle, avec autant d'inélégance possible, le taux de fuite des patients qui vont se faire opérer ailleurs. Les chirurgiens, là, en post-crise, des hôpitaux publics ont exprimé très clairement que, ayant adressé certains de leurs patients pour se faire opérer dans une clinique privée, se sont retrouvés avec des patients ne voulant plus revenir à l'hôpital. Pour diverses raisons. Globalement, l'image de l'hôpital a été dramatiquement associée au Covid et au risque de mourir. D'accord? On le sait tous, pas aller aux urgences, etc., etc. Mais pas que ça. Nos hôpitaux publics de banlieue, petite et grande couronne, sont aussi des hôpitaux vétustes. Un certain nombre de patients ont découvert, entre guillemets, la qualité d'accueil et d'hôtellerie des cliniques privées et refusent de revenir à l'hôpital. Et j'ai vraiment entendu des plaintes virulentes dans la bouche de certains chirurgiens publics pour dire si ça doit se reproduire, et je vous dis textuellement ce que j'ai entendu, si ça doit se reproduire, nous regarderons à 2 fois avant d'envoyer nos patients dans le privé. Entendu de mes oreilles. D'accord? Oui. Donc, je veux dire qu'il y a quelque part, c'est passé la grande crise d'avril, mars, avril, mai, les positions se sont redurcies dans cette rivalité publique-privée que nous traînons depuis des années. Donc, il va falloir y penser pour l'avenir que la crise Covid reparte ou que ce soit une autre pandémie, ça m'est égal. Mais je peux vous dire que ça a laissé des traces incontestables de rivalité, passer l'engagement global et de foncer tête baissée pour répondre aux points. Donc, il va falloir tenir compte de ça. Et puis, juste un petit détail de représentante des usagers et de présidente de l'espace éthique. Docteur Baril, évitez de parler des bêtes-bloqueurs, s'il vous plaît. Ah, non, mais ça, c'est normal. On a quand même quelques mots savants, nous aussi. Hein. Non. Celui-là, il passe pas. Merci de votre participation, une fois de plus, à la réflexion. Moi, je crois que travail en commun, il y a toujours des exemples qu'on peut citer. Mais je crois que ce rapprochement qui a eu lieu, qui a été immédiat, et qui m'a personnellement un peu surpris, je vous dis la vérité, entre le privé et le public. Et ce n'était pas un cas exceptionnel, c'est des cas multiples. Je pense que vous avez d'une certaine manière raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre pour resolidariser les liens entre le privé et le public. Et vous voyez, les gens qui sont autour de la table vont dans le même sens. Donc, je pense qu'on fera en sorte. Et moi, vraiment, j'essaierai de faire ce que je peux pour réunir les uns et les autres, pour aller dans cette direction. Parce qu'à mon avis, c'est une opportunité. Entretenir cet acte-là.
Bon, écoutez, je pense qu'on a bien dépassé notre temps. Juste pour, Oui, juste pour terminer. oui, juste pour terminer, pour dire en fait que l'organisation qui a été mise en place, ça partait aussi des gens du terrain. Hein. Ça, il faut. L'ARS avait un rôle d'animateur et de fédérateur et de facilitateur, mais c'est les établissements qui discutaient entre eux et qui proposaient des organisations. Mais moi, je reviendrai vers vous tous parce que d'abord, si on vous a demandé d'intervenir, c'est parce qu'on sait que vous êtes des modèles et des exemples. Et donc, votre expérience, et on sait que vous avez dû passer par des moments plus ou moins difficiles, on en tirera bénéfice. Donc, je vous remercie à vous tous d'avoir participé activement et de votre expérience. Et je pense qu'on en tirera des bénéfices pour la suite. Donc, à très bientôt et merci encore.